on est dans cette phase actuellement où on essaie de faire monter en puissance l'industrie en gardant le rôle critique de l'ISRO qui est de définir les programmes et de les transmettre à l'industrie. Cette montée en puissance, c'est là où il y a des opportunités pour l'industrie française. Bonjour à tous et bienvenue à ce nouvel épisode du podcast de Space Avocat, aujourd'hui tourné en Inde, à Bangalore, qui est un peu le hub spatial du pays. Et pour parler de cette Inde spatiale, j'ai le grand honneur et le grand plaisir d'être en compagnie de Mathieu Weiss, qui est finalement l'homme du spatial pour la France en Inde. Mathieu, merci encore de nous recevoir chez toi ici à Bangalore. Mais merci à vous de m'accueillir. Alors, ici, c'est la ville de l'espace indien et la France est présente depuis très longtemps puisque nous fêtons cette année les 60 ans de la coopération franco-indienne. Le CNES a signé le premier accord franco-indien avec l'Inde en 1964, mais dès 1963, la toute première fusée indienne, qui était une fusée-sonde, comportait à son sommet une charge utile française, une charge utile scientifique française. Donc très fier de cette longue coopération et puis de tout ce qui s'ouvre dans le futur. Alors justement, ça tombe bien que tu dis ça parce que on va parler de la coopération avec l'Inde, on va parler du futur aussi parce que c'est un pays plus qu'émergent sur le secteur spatial. Mais avant toute chose, tu le sais, on a une tradition dans ce podcast, c'est de parler de l'invité, de son parcours. Alors, en quelques mots, Mathieu, quel est ton parcours ? Alors, qui suis-je ? Je suis un officier de marine reconverti dans le spatial, ce qui est un passage qui étonne parfois mes amis, parce que tout le monde s'imagine que les gens du spatial, quand ils viennent du militaire, ils viennent de l'armée de l'air. Alors, regardez un peu aux États-Unis le nombre de gens de la Navy qui sont à la NASA. Voilà, donc moi, j'ai commencé effectivement dans la marine. Ensuite, je suis passé au CNES où je me suis occupé des affaires internationales, mais aussi à l'époque, l'existante direction des astronautes, donc où j'ai contribué à aider. Je n'ai jamais été dans l'espace, mais j'ai aidé à la négociation du transfert des astronautes français dans le corps européen d'astronautes. Donc ça, c'était en 2000. C'était un grand chamboulement puisqu'on avait un corps d'astronautes français et que les Allemands avaient un corps d'astronautes allemands, les Italiens un corps d'astronautes italiens, et qu'il fallait unifier tout cela dans un corps d'astronautes européens. Ensuite, je me suis occupé pas mal du Soyouz et de la coopération avec les Russes, en passant d'ailleurs une partie de mon temps dans l'industrie, chez Starsem, qui était une filiale, qui est toujours une filiale franco-russe qui lance le Soyouz. Donc nous avons mis en place les lancements de Soyouz depuis le centre spatial guyanais, ce qui était aussi un grand écart technique et culturel, et ce qui s'est fait dans une ambiance, je dirais, de start-up. Le mot n'existait pas encore, mais c'était tout à fait cela. C'est à ce moment-là que j'ai commencé ma carrière de diplomate du spatial, si on peut dire, en devenant le négociateur français à l'Union européenne, où nous avons mis en place d'abord le programme Galileo, puis le programme GMES, qui s'est ensuite appelé Copernicus. Et puis je suis parti à Berlin pendant plusieurs années, m'occuper des relations franco-allemandes. Et aujourd'hui, je suis en Inde depuis un certain temps déjà, parce que l'Inde, c'est un pays où les relations se basent sur les rapports de confiance, d'amitié, des rapports humains. Et à chaque fois que mon contrat arrivait à échéance, il y avait une bonne raison de rester, soit parce qu'on avait un gros projet en commun et que il fallait absolument maintenir une continuité, soit parce que effectivement on a eu les périodes de Covid et d'autres périodes. Mais aujourd'hui, je suis très content d'être ici parce que cette continuité m'a permis
d'avoir une relation exceptionnelle avec les acteurs indiens qui sont, disons-le, qui sont tous devenus des amis, et nous avons une perspective de coopération qui est fantastique. Alors justement, tu mentionnes la notion de coopération. C'est extrêmement intéressant parce que cette semaine, à l'heure où on enregistre ce podcast, il s'achève les French Space Days ici en Inde. Alors ça a commencé à Delhi, puis Hyderabad, puis finalement Bangalore. Ça a été l'occasion de, je crois, près de 30 entreprises françaises se sont joints à cette délégation. Donc c'était une initiative de Business France et qui a invité 30 entreprises du spatial français, qui ne sont pas parmi celles qui travaillent déjà avec l'Inde, mais qui sont celles qui soit ont commencé déjà à regarder vers l'Inde, soit sont vraiment dans la recherche de partenariats étrangers. Et ces gens-là ont vécu une expérience fabuleuse parce que ils sont arrivés et on leur a fait visiter les partenaires indiens, autant institutionnels que privés. Mais je dois dire que rien ne vaut de voir de ses propres yeux les usines, les chaînes d'assemblage de satellites ici, les salles blanches, parce qu'on se rend vite compte que c'est le standard international. Ce sont des choses qui sont extrêmement bien faites, dans le sens où on se sent vraiment chez soi, ce sont vraiment les mêmes standards que chez nous, mais dans un mode où les calendriers sont raccourcis, où les choses se font plus vite, avec parfois des systèmes, des sous-systèmes qui viennent du commerce, qui sont pas forcément validés dès le départ pour le spatial. Ensuite, les Indiens font eux-mêmes leur propre validation et on arrive du coup à faire des programmes spatiaux à des coûts hyper compétitifs. Parlons des programmes spatiaux. L'Inde, c'est un partenaire de très longue date de la France, mais c'est aussi une puissance spatiale et elle-même qui n'est pas novice. Est-ce que tu peux nous apporter quelques informations sur cette puissance qui est un peu méconnue, mais qui est pourtant fermement établie? Mais oui, quand je parle aux gens qui commencent à s'intéresser à l'Inde, ils pensent que l'Inde a commencé il y a 5 ans à faire du spatial. Alors c'est totalement faux. L'Inde a commencé à la fin des années 50 en réalité, et très concrètement, je dirais, le premier lancement était en 1963, comme je le disais. Les premiers grands programmes dans les années 70. Et dès la fin des années 70, un accord de coopération avec la France a permis de co-développer, donc entre la fin des années 70 et le début des années 80, les moteurs à propulsion liquide Viking, qui ont équipé toute la série des Ariane 1 à 4 et qui équipent encore aujourd'hui tous les lanceurs indiens. Il n'y a pas un lanceur indien qui part sans un moteur français. Et quand je dis un moteur français, c'est fallacieux, c'est un moteur franco-indien. Parce qu'il y a eu 40 familles d'ingénieurs qui se sont déplacés à Vernon pendant 2 ans et qui ont véritablement co-développé ce moteur avec les équipes françaises. Donc, ça n'est pas un moteur qui a été donné aux Indiens ou vendu aux Indiens, ça n'est pas ça du tout, c'est véritablement un co-développement. On le sait très peu en Europe, on le sait très très bien ici en Inde, et même le dernier lancement dont tout le monde a parlé vers la Lune comportait ces moteurs. D'accord, donc c'est effectivement un partenariat de longue date, du co-développement, même dès le début. Si on parle de ce partenariat, aujourd'hui, en 2023, quelles sont les grandes tendances? Comment ça se dessine? Mais si tu veux, à un moment, on a commencé à trouver, c'était d'ailleurs assez visionnaire, on a mis la priorité sur la surveillance du climat. Mais très très tôt, dès je dirais le début des années 2000. Et là, on s'est lancé dans le développement conjoint de plusieurs satellites d'observation du climat, donc qui ont été mégatropiques, ensuite Saralaltika, et puis Oceansat 3 Argos, qui a été lancé en fin d'année dernière. Et actuellement, nous sommes en train de développer Trishna, qui est un satellite d'observation infrarouge thermique, qui a, comme d'ailleurs les satellites précédents, on vise toujours une capacité qui n'existe pas encore. Donc là, on est sur de l'infrarouge thermique tellement précis qui arrivera donc à déterminer une cartographie de température de la Terre extrêmement précise
extrêmement ponctuels sur tous les points du globe, à un niveau qui n'a jamais été atteint. Et ça a des applications pour l'agriculture, la production agricole. Donc, on a déjà, pour donner un exemple, avec Mégatropique, qui était un satellite de captation de l'hydrographie. Donc, on pouvait, en gros, pour faire simple, on modélisait l'humidité dans l'atmosphère. Donc, en fait, on pouvait voir en vidéo les masses d'humidité, donc les nuages qui se déplaçaient d'une manière extrêmement précise. On a, avec ce système-là, réussi à augmenter de 30% la production agricole en Inde. Donc, comme quoi le spatial, ça a un vrai impact mais voilà, sur Terre. Et c'est un satellite climatique. Et là, je voudrais faire une petite, si tu me permets, une petite boucle juste pour expliquer que nous, en France, nos chercheurs ont utilisé ces données pour faire de la recherche climatique de très haut vol. Et les Indiens aussi, évidemment, mais ils ont très vite compris qu'ils pouvaient faire autre chose avec ça. Et donc, ils ont fait leurs calculs, leurs trucs, et puis à un moment, ils ont eu des applications très, très concrètes pour les paysans, pour les pêcheurs, etc. Et moi, j'aime beaucoup, je dois l'avouer, cette façon de voir des Indiens qui est très pragmatique et très au service du citoyen. Donc, avec un satellite qui est un satellite à la base scientifique, fait pour les chercheurs, on arrive bien évidemment aussi à avoir des applications utiles pour tout le monde. Si on revient sur les spécificités indiennes et le programme indien, c'est quoi à l'heure actuelle l'écosystème spatial indien? Alors aujourd'hui, et je dirais historiquement, c'est l'Agence spatiale indienne, donc l'équivalent du CNES, qui s'appelle l'ISRO, qui monopolise un peu le paysage, dans le sens où l'ISRO, depuis sa création, s'est développé sur un mode un petit peu différent des autres agences spatiales dans le monde, parce que les Indiens ont choisi de tout faire en interne dans l'agence spatiale. Et donc, l'ISRO a ses salles blanches, ses usines, fabrique ses fusées, fabrique ses satellites, etc. Donc ça a été fabuleux, parce que ça a permis, avec une seule chaîne de commandement, d'aller très vite, de faire des choses très, très ambitieuses, d'aller par exemple mettre une sonde autour de Mars, d'aller même à l'atterrissage sur la Lune, toutes les missions de télécommunication, d'observation, de navigation, puisqu'il y a un système de navigation indien. Enfin, tout a été fait par l'ISRO. Le seul inconvénient, c'est que l'aspect commercial dans un système aussi institutionnel n'est pas forcément le mieux traité. Et donc, le gouvernement indien s'est rendu compte qu'il y avait peut-être une adaptation à faire, parce qu'ils ont fait le calcul que avec une capacité qui correspondait à peu près, je dirais, grosso modo, à 10 à 15% de la capacité technologique mondiale, ils ne retiraient que 2% de contrats sur le marché global. Et donc, la décision qui a été prise, c'est de privatiser. Et c'est la bonne décision, parce que, en fait, dans l'intervalle, les industriels indiens se sont développés et, comme je le disais, disposent aujourd'hui de capacités qui sont tout à fait impressionnantes, mais qui doivent encore grandir pour pouvoir, par exemple, fabriquer un satellite de A à Z et devenir un assembleur de satellites. Aujourd'hui, ce sont des industriels qui sont des équipementiers, qui fabriquent des sous-systèmes ou des systèmes, mais qui ne fabriquent pas encore un satellite dans son entièreté. Et donc, on est dans cette phase actuellement où on essaie de faire monter en puissance l'industrie, en gardant le rôle critique de l'ISRO, qui est donc de définir les programmes et de les transmettre à l'industrie. Et ce passage, si vous voulez, si tu veux, cette montée en puissance, c'est là où il y a des opportunités pour l'industrie française. Et donc on est là, et c'est aussi pour ça que nos industriels viennent actuellement, parce que on est là à se dire, on peut peut-être joindre nos mains, nous associer et faire quelque chose de puissant, parce que finalement, souvent les gens pensent que les Indiens attendent de nous de la technologie. Ce n'est pas tant ça. Les Indiens aujourd'hui ont besoin d'apprendre des process. Ils ont besoin d'apprendre comment conduire un grand programme.
un étage de fusée, un satellite avec de multiples sous-traitants, comment gérer la qualité des sous-traitants qui vous livrent les systèmes, etc. Et ça, ce sont des choses que les Français savent très très bien faire. Déjà dans le cadre de l'ESA, avec le CNES, on a la distinction subtile entre le maître d'ouvrage et voilà. Et donc tout cela, ce sont des choses où nous pouvons aider les Indiens et je pense que c'est vraiment là où on a des perspectives de coopération non plus uniquement institutionnelle mais véritablement économique et de croissance. C'est vrai que durant cette semaine, on a pu voir des industriels indiens et même du New Space indien, qui est assez impressionnant dans son aboutissement, notamment au niveau technologique, et qui essaye aussi d'avoir des synergies avec la France. Absolument, et elles existent déjà, ces synergies. Je dirais que dans le New Space, c'est là où ça a pris tout de suite, parce que les gens ont le même état d'esprit, ça va très vite. Et donc, il y a aujourd'hui un certain nombre de boîtes du New Space indien qui ont un bureau en France ou qui comptent en ouvrir un, et inversement. Et je pense que là où c'est véritablement intéressant, c'est que l'esprit... ça c'est difficile à expliquer, mais comment dire, la culture d'ingénieur en Inde est un peu différente du reste du monde. C'est-à-dire que l'on conçoit les choses différemment. Autant, si vous voulez, vous prenez un ingénieur français, un ingénieur américain, un ingénieur japonais, un ingénieur allemand, et vous leur posez une question, vous obtiendrez à peu près la même réponse. Je vous garantis que vous posez la même question à un ingénieur indien, vous obtenez une réponse différente. Et ça, c'est fabuleux parce que l'ingénieur indien, il est dans un autre mode de pensée qui moi, à plusieurs reprises, m'a surpris et m'a conduit à donc amener les ingénieurs du CNES en phase 2 en disant écoutez ces gens-là parce qu'ils ont vraiment des bonnes idées. Et puis les Indiens demandaient à mes collègues du CNES et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Donc nous, on donnait nos idées et de la fusion de ces deux choses, on sort des solutions mieux adaptées, plus fines, etc. Donc, à mon avis, il y a beaucoup à attendre de la conjonction de ces deux cultures et le fait que l'on soit déjà aussi proche fait qu'il n'y a pas beaucoup d'efforts à faire pour les industriels, c'est-à-dire que cette espèce de connivence existe déjà. C'est donc quelque chose qui est tout à fait facile à mettre en place parce que nous avons les mêmes valeurs et que alors, disons-le, la France a peut-être une longueur d'avance en Inde à cause de cela. C'est vrai, ce que tu dis est très intéressant parce que moi j'ai pu voir de visu, en tout cas de première main, que les cultures indiennes et françaises sont très compatibles, en tout cas ont une grande sensibilité, une affinité commune. En revanche, ça reste quand même deux cultures différentes. Quel conseil pourrais-tu donner à un industriel du spatial, à une New Space qui aurait des velléités d'établir des contacts en Inde? Quelles sont les à faire et à ne surtout pas faire avec des interlocuteurs indiens? Je pense que finalement c'est assez facile. Il faut peut-être un peu sortir de son enveloppe culturelle justement ou de ses acquis, de tout ce qu'on nous explique, de tous les bouquins qu'on lit sur comment travailler à l'international, etc. Débarrassez-vous de tout ça. Revenez à des choses simples. L'Inde, c'est la simplification. La culture d'ingénieur indienne, quand vous leur posez un problème, pour le résoudre, ils simplifient. Nous, généralement, pour le résoudre... On cherche un nouveau problème. Mais non, là, j'ai vraiment été très heureux de voir qu'on arrive ici à avoir encore des relations d'équipe à équipe entre hommes et femmes, humains et humains, et que c'est comme cela que l'on construit un programme de technologie. C'est-à-dire qu'avec l'Inde, vous ne pouvez pas discuter technique sans avoir auparavant fait connaissance physiquement. Ça veut dire qu'il faut venir voir les gens. Vous ne pouvez rien faire à distance. Il faut véritablement venir voir vos interlocuteurs, revenir, et établir une connexion, une relation de confiance qui va très loin parce que elle peut dépasser même, j'ai vu des contrats qui ont été attribués à la confiance.
C'est-à-dire que on avait peut-être d'autres concurrents qui proposaient quelque chose de moins cher, mais le critère confiance est prédominant. Et ça, dans le monde d'aujourd'hui, c'est assez rare. C'est vrai que c'est un pays où, et là je te rejoins tout à fait, on ne peut rien faire à distance. En tout cas, l'amorçage de la relation ne peut absolument pas se faire à distance. Il y a quelque chose de quasiment un peu émotionnel. Oui, et c'est pour ça que souvent on me dit oui, c'est très lent avec les Indiens, etc. Alors ce qui est lent, et ça j'en conviens tout à fait, c'est justement cet amorçage. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas du jour au lendemain proposer un deal avec une société indienne. Vous devez d'abord passer par cette phase de connaissance, de se connaître, de s'apprécier, de se faire confiance. Et ensuite, le jour où vous signez le contrat, je vous assure que ça va très vite. Et que mes collègues à Toulouse, parfois, nous nous sommes fait avoir parce que ça a duré très très longtemps. Et puis un jour, les choses s'embrayent au niveau indien. Et alors là, les Indiens vous appellent, vous envoient des emails en disant « Oh les gars, faut y aller là ». Et parce qu'ils ont des calendriers qui ne sont pas les nôtres. Donc, eux, en 18 mois, ils font un programme de satellite. Donc, voilà, donc on a réussi un peu à étendre un peu les dates. Mais c'est vrai que on est dans quelque chose qui... et à ce moment-là, tu l'acceptes parce que tu connais les gens, ce sont des amis, donc on peut se dire les choses. On est à un stade où travailler ensemble, ça devient très facile, même quand il faut se dire les choses. Et ça, je dirais qu'on ne se rend pas compte, mais en Europe, pourquoi on a de grands programmes en Europe? Parce qu'on est déjà à ce stade, on se connaît tous, voilà. Mais avec les Indiens, c'est pareil, c'est-à-dire qu'il faut vraiment arriver à ce stade disons-le, de l'amitié pour pouvoir profiter après de quelque chose qui est extrêmement solide et ils sont d'une loyauté qui est absolue. Dernière question pour clôturer cet entretien. L'Inde, à terme, au niveau spatial, c'est quoi? C'est une superpuissance, c'est le principal allié de la France, c'est un tandem carrément franco-indien, c'est du vol habité aussi. On a aperçu Thomas Pesquet dans cette délégation-là, est-ce qu'il y avait un signal? Évidemment qu'il y avait un signal, mais le signal est d'ailleurs donné par les Indiens, parce que Thomas Pesquet, il a été invité par le Premier ministre Modi à venir en Inde. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est essentiellement, ils ont les mêmes priorités que nous, c'est-à-dire des priorités qui sont relatives à notre survie au final, puisque c'est le climat, la défense, nous défendre donc la défense pour tout ce qui est sécurité et défense au sol, mais aussi défendre nos atouts dans l'espace, donc nos satellites, donc la protection des infrastructures spatiales. Et puis l'économie, parce que l'économie, c'est finalement aussi de la survie. Si vous n'avez plus de croissance, ça se passe mal. Donc ces trois critères-là, ces trois domaines-là, ce sont les mêmes, évidemment. En France et en Inde, ce sont les trois priorités. Et on a aujourd'hui, dans le domaine spatial, les États-Unis, qui sont devant, mais loin, loin, loin devant. Ensuite, il y a un petit fossé, il y a la Chine. Et ensuite, il y a un grand fossé, et c'est là seulement qu'on a l'Europe, la France et l'Inde. Donc, on voit bien que quand on s'imagine cela, la compétitivité, qu'elle soit d'ailleurs scientifique ou économique, elle se situe où? Elle se situe dans la coopération entre les outsiders pour arriver à atteindre une taille critique qui permettent d'être compétitifs avec les grands qui sont loin devant. Et c'est là où, à mon avis, beaucoup de gens l'ont déjà compris et tout le monde va le comprendre, l'Inde et la France ont tout intérêt, et je dirais même l'Inde et l'Europe, à joindre leurs forces parce qu'ils sont, comme tu le disais, complémentaires. Le vol habité en est l'exemple parfait.
Les Indiens ont un programme de vol habité qui va exister. J'entends parfois des gens en Europe me dire « mais tu es vraiment sûr ?» Alors je peux mettre ma main au feu. Ça va exister. Les Indiens vont lancer des astronautes, c'est absolument certain. Et l'appel du pied fait à Thomas Pesquet était très clair. Ils ont demandé à Thomas Pesquet de venir pour expliquer comment, de partager son expérience, pour lui poser des questions très techniques sur comment ça se passe, et tout, parce qu'ils ont fait un certain nombre d'études, mais évidemment, ils n'y ont jamais été. Et donc, les points où ils avaient des questions, ils les ont marqués en rouge. Et ils ont passé en revue tous les points en disant mais alors voilà, on a telle question, on n'est pas trop sûr, est-ce que ça vous le faites comme ci, comme ça, ou comment ça se passe? Et à chaque question, Thomas répondait avec un exemple très concret de ce qui s'était passé lors de son expérience personnelle. Et c'est évidemment très utile d'avoir ce retour pour eux. Et aujourd'hui, l'Europe réfléchit à une capacité de vol habité. Vous savez, le plus simple, c'est déjà d'adapter les standards pour que les engins indiens puissent s'arrimer à la station spatiale ou à d'autres destinations, puisque beaucoup de choses sont prévues, et que étant donné que les Indiens vont avoir dans le futur une petite station spatiale, que les engins européens puissent s'arrimer à la station spatiale indienne. Ça, c'est le début. Mais après, on peut aller beaucoup plus loin. On peut imaginer que le jour où les Indiens auront une capsule, on pourra envoyer un astronaute européen dans la capsule indienne. On pourra peut-être faire des missions conjointes. On pourra peut-être évaluer comment, et ça se fait déjà, ne pas inventer l'eau tiède. Ne pas réinventer l'eau tiède. Quand ils ont commencé à réfléchir à leur mission spatiale d'astronautes, ils sont venus nous voir, spécialement le CADMOS et le MEDES à Toulouse, en disant sur les affaires médicales, vous êtes les champions, vous êtes les meilleurs au niveau européen, vous faites tout pour l'ESA. C'est peut-être pas la peine que nous, on refasse tout ça. Expliquez-nous, voilà. Le CADMOS, pareil, vous faites tous les équipements de contrôle physiologique, vous faites les containers, le packaging pour l'alimentaire, etc. Expliquez-nous comment vous faites, on va pas réinventer ça. Et ils ont raison. Et à ce moment-là, le CNES a réagi d'une manière formidable, parce que moi, évidemment, je ne pouvais pas me permettre de décider, mais j'ai demandé à mes patrons si effectivement on pouvait coopérer sur ce plan-là, et tout de suite, j'ai eu un feu vert, dans le sens où on a ces 60 ans de coopération, on a tout fait ensemble. Donc il est logique que ce nouveau domaine, on le fasse aussi ensemble. Et aujourd'hui, les astronautes indiens, quand ils iront dans l'espace, ils auront des équipements français, ils auront été entraînés sur les aspects médicaux par des médecins français, etc., etc. Donc finalement, à terme, cette synergie va se poursuivre. Et j'espère. Et aujourd'hui, c'est évidemment ce sont des missions totalement indiennes. Je ne suis pas en train de dire que c'est la France qui permet aux Indiens d'envoyer des astronautes. Ce n'est pas du tout ça. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on est dans un schéma extrêmement complémentaire entre l'Agence spatiale européenne aujourd'hui, qui n'a pas de véhicule pour emmener des astronautes dans l'espace, mais qui en aura un dans le futur, et les Indiens qui en ont un, parce qu'il existe le véhicule, même s'il n'est pas encore lancé, qui en ont un, et qui utilisent déjà des systèmes français, qui demain vont probablement utiliser d'autres systèmes européens, et que ces synergies dans la, disons, les capsules, les nouvelles générations, parce qu'aujourd'hui c'est une capsule qui tourne autour de la Terre pendant quelques jours et qui revient, mais la génération de capsules indiennes d'après, c'est une capsule qui est avec un interface de docking pour s'arrimer à une station spatiale. Et donc là, s'il n'y a pas de synergie entre l'Europe et l'Inde sur ces sujets-là, alors là, ça me paraît évident que dans la prochaine génération, il y aura nécessairement un rapprochement entre l'Europe et l'Inde sur ces sujets, avec, je dirais, la France en tête de pont, parce que c'est nous qui avons cette relation fabuleuse avec l'Inde. Et hier,
J'étais avec Thomas Pesquet chez le chairman de l'ISRO et il était très clair, le chairman, en nous disant le futur du vol habité indien se fera avec la France, avec l'Europe. Je crois que sur ces paroles, on peut que clôturer cet épisode. Plein de bonnes perspectives, à la fois pour l'Inde et pour la France, et puis l'Europe aussi. Mathieu, un très grand merci de nous avoir accueillis chez toi à Bangalore pour ce rapide entretien. Merci également au service de Business France et de l'ambassade de France en Inde pour avoir organisé cette très belle semaine avec cette magnifique délégation d'industriels et de New Space français. On leur souhaite tout le meilleur dans ce beau pays. Mathieu, tu es un peu aussi, je mettrai tes coordonnées parce que tu es un peu l'homme de l'espace français ici en Inde. Donc j'invite effectivement tous les industriels intéressés à prendre attache avec toi aussi dans le cadre de leurs aventures indiennes. Absolument. Merci beaucoup Nouma. Je vais te faire le salut indien et je crois que nous avons encore beaucoup à faire. À très bientôt.